Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de suivre ce débriefing. C'est un débriefing spécial. Nous allons faire la rétrospective 2014. On passera en revue toutes les actualités qui ont marqué l'année dernière. L'année a été riche en rebondissements de la révision constitutionnelle dont le débat a fait rage à la mise en place du gouvernement. Par rapport à la publication du gouvernement de cohésion nationale, autrement dit à Matata 2. Il y a eu également les préparatifs des élections. L'abbé Malo Malo, président de la commission électorale, a publié le calendrier électoral, un calendrier contesté par une bonne frange de l'opposition. On va chuter par les événements du Burkina Faso, la chute de Blaise Compaoré avec toutes ces interrogations. Est-ce possible que la situation au Burkina Faso se transpose en République démocratique du Congo? Les uns ont répondu oui, d'autres non. Je vous laisse suivre les grands moments du débriefing 2014. On se retrouve juste après pour se dire au revoir. Si Kabila ne se présente pas en 2016, quelle est l'alternative? Le problème ne devrait pas se poser en ces termes. Le problème devrait se poser si Kabila ne se présente pas, et il ne devrait pas se présenter, la Constitution ne lui autorisant pas. En 2016, l'alternative, c'est de renforcer les institutions. Moi, je pense que les gens doivent éviter de faire de Kabila un problème de la démocratie. Moi, je voudrais qu'on le voie comme une solution. Voilà un personnage, une personnalité des histoires politiques de notre pays, qui a l'âge qu'il a, il est dans la quarantaine, qui a été président pendant toutes ces années, et qui peut, pour la première fois de l'histoire de ce pays, donner la chance d'avoir un président qui sort de fonction, qui soit vivant, et en même temps, qui puisse faire le passage de témoin. Nous avons besoin de ce symbole parce qu'une nation ne se construit pas seulement avec le nouveau. Nous avons besoin de ce symbole où vous avez des sages, des gens qui ont assumé les plus hautes responsabilités, qui sont sortis des charges et qui deviennent presque comme des proconsuls qui vont aider le pays à avancer. Ce geste-là est en quelque sorte le point d'achèvement du processus de construction démocratique. Il restera à conquérir, mais nous aurons alors franchi un pas. Si c'est l'inverse qui se passe, nous remettrons alors en cause tous les acquis qui ont été construits patiemment depuis des dizaines d'années. Et je vous l'ai dit, dans notre pays, ils ont été construits au prix du sang. Le schéma burkinabé, peut-on le vivre ici? Les réalités n'étant pas les mêmes au Burkina Faso? Je ne dis pas qu'elles ne sont pas les mêmes. Le problème de la peur et le problème de la misère et le problème de... Au Burkina, l'opposition n'a pas fait appel à la MONUSCO, aux ambassades, à l'Union européenne, comme c'est le cas ici. On les invite à tous les coups au centre du débat politique. Écoutez, ça c'est une partie des Congolais qui aiment ça. Personnellement, moi je n'ai jamais été très favorable à faire appel à tous ces gens. Moi je parle du principe que la population a le droit de dire ce qu'elle veut dire, que tous ceux qui sont élus à l'Assemblée nationale, au Sénat et à la présidence de la République, ils émanent de la population. Donc moi je pars du principe que la population doit avoir vraiment le mot d'ordre et le mot de la fin dans toute politique d'ordre démocratique. Donc, les réalités principales, les réalités n'étant pas les mêmes, l'opposition au Burkina n'a pas fait appel aux étrangers, contrairement à la RDC où la MONUSCO, les ambassades, l'Union européenne sont au cœur du débat politique. Madame, je suis très étonné de voir qu'aujourd'hui, certains veulent nous faire croire que tout à coup, Burkina Faso est devenu un pays de l'Amérique du Nord. Burkina Faso est bel et bien un pays africain. Et ils mangent africains comme nous. Certes, il y a certaines spécificités liées à nos cultures qui diffèrent, et c'est normal, et ça va de soi. Et lorsqu'il y a eu ce qu'on appela les printemps arabes, que moi j'appelle jusqu'au jour d'aujourd'hui la révolution boisisée, et je pense que certains ont dit oui, mais ça c'est la jeunesse des pays arabes, et ce sont des blancs, donc ils sont différents de nous. Et bon, on leur a accordé le bénéfice des doutes. Et on est arrivé au cas de Burkina Faso, et j'ai entendu le porte-parole du gouvernement
et dire que voilà, écoutez, c'est le Burkina Faso, ce n'est pas le Congo, on n'a pas les mêmes réalités. Rappelons un peu la cause qui a conduit à cette chute brutale de Blaise Compaoré. C'est bien la question de la révision de la Constitution, particulièrement de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Et la Constitution burkinabé dit dans son article 37 que le mandat du chef de l'État est de 5 ans, une fois renouvelable. Le monsieur Compaoré... Oui, sans qu'on ait, c'était la limitation de mandat était au cœur de la crise. Ouais. Oui, oui. Alors, écoutez, la cause, sa chute, c'est laquelle? Il a voulu modifier, comme je le disais tantôt, l'article 37 de la Constitution. Il y a eu une insurrection populaire le jour même où le projet de loi était en examen à l'Assemblée nationale. Ouais. Et chez nous ici, c'est parallèlement au Congo, le débat est autour de l'article 220 de la Constitution. Donc, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le débat se fait où ça? Dans la rue, sur les plateaux de télé ou à l'Assemblée nationale? Non. Écoutez, madame, on y va. Les débats a commencé. Je suis votre logique. Oui. Votre logique. Au Burkina Faso, le régime est tombé le jour même où le projet de loi a été en examen à l'Assemblée nationale. Ici, chez nous, le débat se déroule sur les plateaux de télé et dans la rue. À l'Assemblée nationale, il n'est pas question officiellement d'examiner l'article 220. Il y a des étapes. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Il y a des étapes. Il y a des étapes. La population burkinabèse a commencé par demander tout d'abord à M. Blaise de ne pas tripatrier la Constitution. Où avez-vous entendu ici au Congo une institution a projeté l'examen officiel ou la réforme de l'article 220? Une institution, officiellement. Bon, attendez. Quand le président de l'Assemblée nationale dit qu'il y a des dispositions tangibles et des dispositions intangibles, et il dit qu'on peut, au cas de besoin, interroger le peuple. Madame, ceux qui disent que c'est un procès... La Constitution peut être révisée, mais il y a des dispositions pour lesquelles il n'y a pas de révision possible. Alors, maintenant, dans un rapport de force, parce que le président a la majorité à l'Assemblée, que manifestement, la majorité considère qu'elle contrôle la CENI, que manifestement, elle contrôle le rouage du pays. Ils peuvent faire une révision constitutionnelle des convenances. Il y a une pétition. Mais la question, même la pétition, alors il faut bien qu'on se comprenne. Quand on a fait la Constitution, en verrouillant le 220, on n'a pas dit que le 220 n'était pas déverrouillable par la révision par voie législative ou par voie référendaire. On a dit que ces matières ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. C'est à quoi ils répondent ceci Écoutez, je connais leur réponse. C'est une question d'option politique forte. C'est là que se trouve le consensus. L'opportunité, c'est qu'aujourd'hui, si on revisait cette disposition, on va redonner de l'élan à l'instabilité dans ce pays. Alors vous savez, il y a des jouisseurs de la République qui sont là, qui ne pensent qu'à eux, qui s'en foutent et qui négocient à chaque fois. Les jouisseurs. Oui, le sang des innocents. C'est un peu fort. Je frappe fort, je vous dis, ce qui met en mouvement beaucoup, c'est la jouissance de vivre aux frais de la princesse, d'en tirer, la princesse qui est à la République, d'en tirer le maximum de profit. Mais ils ne voient pas l'intérêt général. L'intérêt général, aujourd'hui, ne commande pas qu'une telle révision soit faite. Parce que le pays, je rappelle, est encore fragile. Il y a encore un an, même si aujourd'hui les gens ont tendance à oublier, il y a encore un an, dans ce pays, on en appelait à la cohésion. Pourquoi? Parce que le pays était agressé. C'est le moment qu'on va essayer de mettre les grands moyens, surtout sur le plan pédagogique et sur le plan de marketing politique, de façon à ce qu'avant la rentrée parlementaire prochaine, nous serons à même d'être déjà sur le perron du palais du peuple, bien sûr avec vous, pour remettre cette pétition à l'une des chambres du Parlement, de façon à ce que nous soyons sûrs que dans les 3 mois, finalement, le Parlement pourra penser à voir dans quelle mesure peut-être convoquer le référendum pour que notre peuple puisse finalement décider. Parce qu'il ne faudrait pas que, pour les Congolais, que l'on cherche à ramener le respect de la Constitution qu'au respect d'un seul article. Et ça, c'est très grave. Nous ne sommes pas des analphabètes diplômés. Madame, vous avez vu un pays où, à chaque élection, il y a des révisions de loi.
révision de la Constitution. 2011, révision de la Constitution. Maintenant, le président Kabila, qui est... Ça ne sera pas la deuxième ni la troisième fois, on en est à la 23e révision de la Constitution. Est-ce normal? Est-ce normal? La Constitution est par essence une loi stable. Lisez les manuels des droits constitutionnels. Si dans un pays, il doit y avoir une loi stable, c'est d'abord la Constitution, pour garantir la stabilité des institutions, pour permettre au peuple de se les approprier. Nous avons adopté par référendum la Constitution actuelle en 2006. Beaucoup d'autres institutions qui en découlent, beaucoup d'autres lois qui en découlent, n'ont pas encore vu le jour. J'ai interviewé l'un de ceux qui ont justement prononcé donc, cette mesure de désaveu. Je cite, le poste d'autorité morale est vacant, qui m'a dit ceci. Kengo Wandodo a un deal avec Joseph Kabila et nous ne sommes pas dans ce deal. Mais non, mais ce sont des préjugés. Et la personne qui dit là, d'où il tire le pouvoir de pouvoir le faire, c'est l'arbitraire. Voilà ce que nous condamnons dans les chefs des politiciens congolais. Vous vous réveillez un beau matin, parce que vous avez manqué telle ou telle autre chose, vous venez, on vous tend un micro et puis vous tirez sur les gens. Est-ce que lui, il a un pouvoir pour le faire? Il tire ça d'où? C'est ça, ce qui tue le Congo. Les gens ne veulent pas suivre les textes. Ils ne respectent personne. Et ils pensent que c'est en disant ça qu'on va me croire que je suis un homme politique. Non. Un homme politique doit d'abord respecter l'autre. Au Congo, il n'y a pas une opposition. Il y a plusieurs oppositions. Et chacune d'elles s'est définie pratiquement par rapport au motif qui avait poussé à sa création. C'est ça le problème. Quelle qu'elle soit, elle est contre. Contre, je ne pense pas. Attention, il y a aussi des maîtres chanteurs, voilà, qui la nuit viennent vous voir, ils négocient un poste de mandataire, il aimerait que l'on puisse régler tel ou tel autre problème qu'il a sur le plan social, mais puisqu'on lui fait comprendre que ça doit pas se passer ainsi, mais s'il retourne Kazakh et demain il se met à vous asséner de coups. Qui sont les véritables opposants? Mais je crois qu'au Congo, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'un seul opposant. C'est Etienne Tshisekedi. Les restes, ce sont des débrouillards. C'est des gens, la nuit, ils viennent chercher à ce qu'on puisse les aider à régler leurs problèmes. Et la journée, ils font le malin. C'est ça. Kengo est-il de l'opposition ou pas? Mais Kengo, ça c'est normal qu'il soit de l'opposition. N'oubliez pas que... Vous venez de dire qu'il n'y a qu'un seul opposant, c'est Tshisekedi. Un seul opposant, le plus grand. Le plus grand. D'ailleurs, il est même plus âgé que Kengo. Et Etienne Tshisekedi à Bruxelles, pour des raisons de santé, on a entendu dire qu'il se porte bien. Mais pourquoi il ne parle pas lui-même? Et pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise qu'il se porte bien? Vous voulez seulement qu'il parle pour dire quoi? Il est resté au pays depuis 2011. Je crois que la dernière fois qu'Etienne a parlé, c'est en 2012. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi il n'a pas parlé au pays? Et pourquoi voulez-vous qu'il parle quand il n'est pas au pays? Il va dire quoi? C'est depuis qu'il est au pays qu'il ne parle pas. Ça fait des mois qu'il n'a pas parlé. Qu'il n'a pas parlé? Pendant qu'il recevait les gens dans son bureau à Limité. Il n'a pas parlé. Il n'a pas bronché. On l'a cherché partout. On a dit qu'on a envoyé même les gens en dessous de son lit. On ne l'a pas vu. Il n'a pas parlé. Il recevait les gens. Il travaille. Il a travaillé. Il continue à travailler. Mais ce qui m'étonne, c'est quand on veut médiatiser, quand on veut faire des débats sur l'état de santé d'un homme de cet âge-là. Alors qu'il y a des enfants qui naissent. Il y a des enfants... C'est un immense leader. Hein. Oui, c'est un immense leader. Il représente beaucoup pour une grande frange de Congolais. Alors, c'est important qu'on l'entende, qu'on le voit. Il n'y a pas d'apparition publique. Il n'y a pas de prise de parole en public. Non, quand j'y faut... Même le lieu où il a été interné, où il se trouve en ce moment, sont gardés mystérieux. Oui, quand il faut parler de sa santé, tout le monde reconnaît que c'est un grand leader. Il appartient à toute la communauté nationale. On doit parler de sa santé parce que c'est un grand leader. Mais quand il s'agit des élections, lui voler la victoire, on ne veut pas reconnaître qu'il est grand leader. Et la perspective d'un dialogue majorité-opposition semble de moins en moins à l'ordre du jour. Est-ce que au MLC, vous y croyez encore? Non, voici la conception que nous avons du dialogue. Le dialogue politique est un lubrifiant. C'est un lubrifiant politique qui permet à ce que les choses tournent, marchent, fonctionnent, les institutions se déroulent normalement. Donc pour nous, la culture du dialogue doit être une culture permanente. Alors que
D'autres considèrent que les dialogues sporadiques, les dialogues événementiels, c'est lorsqu'il y a quelque chose qu'il faut se parler. Nous, on veut un dialogue permanent. Maintenant, les problèmes qui se posent, c'est pour ça d'ailleurs, parfois les gens se posent la question, la disponibilité du MLC lorsqu'il s'agit des questions nationales qui intéressent les intérêts fondamentaux du peuple congolais. Le MLC a toujours répondu présent parce que nous croyons aux vertus du dialogue. Maintenant, certains amis souhaitent qu'il y ait un autre dialogue événement actuellement et le MLC pourrait prendre part à condition qu'on nous détermine l'ordre du jour et les participants. Une autre perspective qui s'éloigne de plus en plus, c'est celle d'un gouvernement de cohésion nationale obtenu aux concertations nationales auxquelles vous étiez. Oui, nous étions en concertation nationale, nous ne regrettons pas, je tiens à le dire ici, nous ne regrettons pas notre participation aux concertations nationales parce que nous avons pu obtenir quelque chose. Aujourd'hui, certains journalistes ont recouvré leur liberté grâce aux concertations nationales, en particulier, je citerai les jeunes Palata, qui avait été arrêté et qui a été amnistié. Il y a eu d'autres personnes qui ont été amnistiées. On parle du Fernando Coutinho qui a été amnistié. Donc nous ne regrettons pas, Chaloupa, nous ne regrettons pas notre participation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les 700, plus ou moins 700 recommandations des concertations nationales, la grande majorité est en souffrance. Mais vous avez évoqué l'une des recommandations gouvernement de cohésion nationale. C'est une recommandation qui a été dirigée vers le chef de l'État. Le chef de l'État a plusieurs fois répondu que je répondrai à cette question, j'imprimerai cette recommandation sur le gouvernement de cohésion nationale avec méthode, donc il a des paramètres que moi je ne maîtrise pas, qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons pas le gouvernement de cohésion nationale. Est-ce que pour vous les circonstances s'y prêtent toujours? Si un gouvernement de cohésion nationale est nécessaire, nous pensons que la situation telle qu'elle est là, le gouvernement de cohésion nationale est toujours d'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'insécurité qui reprend à l'Est. Vous vous souvenez, peut-être que nous allons évoquer la question. 20 de nos compatriotes ont été massacrés il y a quelques jours à Béni. Ont été massacrés. Il y a de plus en plus de bruits persistants sur la résurrection du M23 dans les Bakatakatana qui reprennent aussi là-bas. Donc l'insécurité commence à gangréner encore l'environnement politique. La paupérisation de la population au-delà de la propagande de l'État qu'on nous fait à travers les médias tous les jours, la situation sociale se détériore. Nous pensons que, comme nous l'avons expliqué, les concertations, c'était quoi? Les concertations, c'était dans un match de basketball, c'était un moment de pause. Vous faites, l'entraîneur demande une pause et vous évaluez. Pourquoi nous sommes en train de perdre? Et nous considérons jusqu'à aujourd'hui, le Congo est en train de perdre. Maintenant, si on doit reconfigurer l'équipe nationale pour que les Congos reprennent à marquer des buts, c'est une bonne chose, il n'y a pas de moment pour ça. Vous vous battez pour entrer au gouvernement? Vous savez, j'ai eu la chance, d'avoir été au gouvernement, d'avoir été ministre du Plan. Ministre du Plan. J'ai eu la chance d'exercer d'autres fonctions comme directeur de cabinet, d'avoir été à l'Assemblée, président d'une grande commission, du vice-président de la République, vice-président de la République. Je pense que ma conception de la politique n'est pas que quelqu'un doit être absolument au gouvernement. Ce n'est pas un objectif. Je ne dors pas en rêvant d'être au gouvernement. Je m'engage et je me suis engagé dans la vie politique avec d'autres pour que les choses changent dans ce pays. Et je pense que c'est cela dont on a besoin. Le reste, c'est des points de détail. C'est des points de détail. Vous savez, depuis que le Congo est Congo, il y a eu plus de 2500, je pense même 3000 ministres. What's next? Combien de premiers ministres? Combien de présidents de la République? Il nous arrive parfois de penser que nous sommes à ce point important qu'on ne pourrait pas se passer de nous, mais allez au cimetière, vous verrez qu'il y a plein de gens irremplaçables, mais le monde continue à tourner. Mais il faut qu'on arrête. Le gouvernement justement de cohésion nationale, encore d'actualité? Non, ce gouvernement n'est plus d'actualité. Du fait toujours de celui qui a lui-même
fait cette promesse. Le ministre délégué aux Finances n'a pas répondu à cette question. Oui, Qui perçoit cet argent? On ne connaît pas encore la réponse. Oui, j'en arrive au fait. Et donc, lorsque on a regardé dans les fonds du dossier, on s'est rendu compte qu'au niveau du ministère du Budget, il y a eu une erreur d'imputation d'autres dépenses. En réalité, lorsqu'il n'y a pas d'engagement, comme c'est le cas, il n'y a pas de porte-parole de l'opposition qui a la signature pour engager cette ligne de crédit budgétaire, normalement, cette ligne devait pouvoir tomber en annulation pour non-engagement. Donc la provision, au cours de la fin de l'exercice budgétaire, devait tomber en annulation. Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'il a été créé une structure en cours d'année, une structure gouvernementale en cours d'année, qui n'avait pas été prévue dans le budget. Et lorsqu'il fallait assurer l'installation et le fonctionnement de cette structure de l'État... Laquelle? C'est, d'après les informations que j'ai pu suivre de la part des journalistes et dans d'autres milieux, c'est le mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. C'est une explication officielle, ça? C'est une source officielle? Je dis bien, le journaliste, c'est le journal parlé, le journal écrit, c'est également une source officielle. La fièvre hémorragique Ebola qui refait surface en République démocratique du Congo, c'est la 7e réapparition de la maladie. Le virus a déjà fait un peu plus de 10 morts à Djella, à Burundi. Nous sommes en province de l'Équateur. Et un peu plus de 1000 morts en Afrique de l'Ouest, en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria, où Ebola est apparu depuis le mois de mars dernier. C'est donc une guerre internationale contre le virus. 96 agents de la commission électorale ont été congédiés, accusés de détournement, de problèmes moraux, de corruption. En fait, ce sont les résultats d'une enquête diligentée par une commission pour le contrôle physique et administratif des agents électoraux. Une commission mise en place pour réparer, dit-on à la commission électorale, pour réparer les erreurs relevées dans les rapports des observateurs lors des élections de 2011. On commence tout de suite par cette fièvre hémorragique, sans médicaments, sans vaccin. Et Madame Nyoka, est-ce que c'est devenu une priorité pour notre gouvernement en ce moment? Le gouvernement a-t-il les moyens de faire face à l'épidémie? Oui, Madame Amina, le gouvernement a le moyen, on va dire particulièrement l'expertise. Le virus sera maîtrisé parce que le gouvernement a l'expertise, le gouvernement a pris déjà des dispositions. L'une des premières dispositions, c'est l'isolement. Avec l'isolement et tous les autres moyens qui accompagnent du côté hygiène, le gouvernement va sûrement maîtriser. Aussi parce que bon, non seulement l'expertise de Kinshasa, mais l'expertise du gouvernement s'est avérée parce que le gouvernement a eu aussi à prêter main forte aux pays d'Afrique, particulièrement aux choses Libéria, Guinée, qui ont aussi le problème avec le même virus qui fait déjà plusieurs morts chez eux. Nous avons prêté main forte à ces pays. Mais la question qui reste, c'est vrai, encore posée, à part l'expertise, il y a le problème de moyens. Je crois que le gouvernement, qui est aussi un membre de la communauté internationale, on va dire ça comme cela, a déjà aussi fait appel à la communauté internationale pour pouvoir nous prêter main forte, comme nous avons prêté main forte aux autres par rapport à notre expertise. Zachary Kenda. Oui, tout à fait. Il n'y a pas à trop s'alarmer. Je crois que ce n'est pas pour la première fois qu'Ebola frappe à la porte de la RD congolaise. Ça fait longtemps, ça fait 7 fois que le virus apparaît sur la République, sur le terre congolais, sur le sol congolais, allez-se dire, et que c'est un problème de tout le monde. Ce n'est pas un problème du ministère de la Santé seulement, c'est le problème de vous les journalistes, des communicateurs de médias, le problème de toute la société pour se mettre debout et pour que ce virus ne puisse pas franchir les frontières au-delà de là que le virus se trouve déjà, qu'il soit confiné là-bas, comme il y a en 2005 était à Isiro, on l'a confiné là-bas, il n'a pas progressé de Kinshasa. Nous espérons aussi aujourd'hui qu'on va combattre et que le virus n'atteindra pas Kinshasa et le virus ne pourra pas faire autant de dégâts comme il l'a fait en Afrique de l'Ouest. C'est une déclaration qui est passée en boucle sur certaines télé. Tout le monde a vu et entendu. Ça ne confère pas plus de valeur quand quelqu'un jure le chef de l'État ou n'importe quel autre citoyen. C'est une infraction, bien sûr. Mais je vous dis que pour les cas d'espèce, quand vous visionnez l'élément, du début à la fin,
l'honorable Ewanga n'a pas injurié le chef de l'État, ne l'a pas offensé. Aucun le propos procès verbal de l'inspecteur de police judiciaire dit qu'il a tenu des propos, et je cite, hein, pas de mémoire bien sûr, il aurait dit aux Amouibi, aux Rwandais, non, Ewanga n'a jamais dit ça. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Ewanga prenait l'élément, il n'a jamais injurié le président de la République. Oui, Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les 5 chantiers étaient un échec. Il a dit que la révolution de la modernité, on ne voit pas ça. C'est ce qu'Ewanga a dit. Le dire, c'est normal de la part d'un opposant. En tout cas, nous ne sommes pas allés à Ndjili, nous, pour applaudir le président. Oui, les propos jugés désobligeants et dégradants par rapport au chef de l'État, ce qu'eux considèrent comme désobligeants et dégradants, c'est ceci. C'est ceci, je cite, « Akozonga wapi na Rwanda, tokotinda wapi na CPI ». Madame, d'abord... D'après eux. Madame, ok. D'abord, Ewanga n'a jamais dit Rwanda. Ewanga n'a jamais dit, c'est la population. Avant qu'on ne monte à la tribune, la population scandait déjà ces slogans. Quand Ewanga est arrivé, la population était toujours dans ces slogans et Ewanga dit Tokotinda Ewapi. Ça, c'est ce que la population disait. La population a répondu au Rwanda. Rwanda est sorti de la bouche de la population. Et C'en est fini pour cette rétrospective 2014 du débriefing. Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout dans le monde, à réagir, à donner vos suggestions et vos remarques. Débriefing et toute mon équipe, nous vous en remercions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, le tout premier de 2015. Ça sera sur l'actualité brûlante. Au revoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup de suivre ce débriefing, un débriefing spécial. C'est une rétrospective de l'année 2014. C'est quelle caméra là? Oh, je regardais celle-là là. On y va? 3, 2, 1, action! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup de suivre ce... Pardon, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 0. Ah? Mesdemoiselles les athées. Cool. Ha ha ha. Les annonces. Michel, tu prends le plan. Oh, il y a Mouné Niwana. Hein? Non, le baya Mouné, il y a Kofungama. Yo, c'est Kani. Il y a Kofungama te? Tu vois, là, je transpire comme un bœuf. 3, 2, 1, action! Vous êtes nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Vous êtes nombreux à réagir quand cette émission passe, même quand elle passe pas. Vous êtes très nombreux à nous suivre, à... Pardon. Attends. Les hommes qui ont été Michel. Oh my God. Au lobby, qu'on allume un peu la clim. Non, c'est juste une petite désannonce, tu vois. Ouais. Partout, maintenant j'ai transpiré partout. Akasi. On a ce qu'on a au Baksaka à poudre, hein. C'est ok là? 5, 3, 2, 1, action! C'en est fini pour cette rétrospective 2014.